qui est présenté ce soir. Donc ils ont choisi de travailler, de réfléchir sur les questions raciales, sur la famille, l'économie, la politique, même si c'était un peu compliqué, mais on a trouvé des façons de parler de politique sans parler de politique. C'est quand même en contexte cubain, donc c'est un peu compliqué. Voilà, et chaque panneau de l'exposition, qui est aussi un livre qui a été remis à chacun des participants cette année, parce qu'on y est retourné cette année, donc suit les thèmes qui ont été choisis par ces jeunes-là. Et donc, en fait, on a essayé de trouver différents supports pour travailler. C'est du texte écrit par les jeunes eux-mêmes, c'est des photos, des dessins, pour que chacun arrive à trouver un moyen de s'exprimer autour d'un thème qui tient à cœur. Donc là, je vois défiler, il y a un panneau sur les religions afro-cubaines qui sont très présentes et qu'on retrouve dans le rap cubain, qu'on retrouve au quotidien dans la vie des Cubains. Voilà, il y a un thème qui s'appelle Révolution dans la Révolution. Donc c'est ce qu'on disait, une façon de parler de politique aussi, d'aborder cette question de liberté d'expression aussi. Voilà. Parce qu'il me semble que vous avez rencontré quand même quelques petits soucis par rapport à Cuba, qui est quand même une dictature, il faut le rappeler. Oui. Alors, les difficultés ont été, d'un point de vue institutionnel, on a essayé vraiment de travailler de façon participative pour qu'il n'y ait pas la surprise à la fin. Et voilà, une expo. Vous l'avez jamais vue, mais là, voilà. En fait, régulièrement, on a présenté les supports pour qu'ils soient soumis à un comité qui se positionnait sur ce qui peut être présenté ou ce qui ne peut pas être présenté. Et quand même, à la fin, il y a des choses qui ont eu du mal à passer, en particulier les deux panneaux qui concernent le racisme, où les jeunes ont souhaité aborder la difficulté, après 50 ans de révolution, où normalement les problématiques raciales sont censées avoir été balayées, en tout cas réglées, on va dire, et où en fait il existe un très fort racisme encore à Cuba. Et donc ce panneau-là a eu du mal à passer. On a quand même réussi à le faire passer, parce que sinon c'est dommage de travailler sur ce thème-là qui ne puisse pas être présenté le jour, la semaine du festival. Mais voilà, ça a demandé quand même un gros travail de collaboration entre l'agence cubaine de rap, qui est l'agence qui gère le festival, et une revue qui s'appelle Movimiento, et les institutions au-dessus, l'Institut cubain de la musique et le ministère de la Culture. Voilà, donc c'est 2 ans de projet pour des stages, pour une exposition, pour un livre, pour vraiment beaucoup de relations. Donc en face, on a Zahamana, donc c'est un tout autre projet. C'est un projet de court-métrage, c'est ça ? Oui, c'est vrai. C'est un projet de court-métrage qui est né en 2009. En fait, ce projet a commencé grâce à ma rencontre avec Alice. Et puisque moi, je suis très passionnée du cinéma, mais je n'ai pas fait des études de cinéma, mais je voulais faire du cinéma. Donc, quand j'ai rencontré Alice Ball, qui est réalisatrice d'animation, et donc je lui ai parlé de ma passion pour le cinéma. Et je lui ai expliqué aussi que j'avais écrit des scénarios, si ça l'intéressait tout. Donc, effectivement, elle a cherché à regarder mes scénarios. Et donc, elle a vu l'écriture du scénario Zamana, qui l'a beaucoup plu. Donc, elle m'a dit, oui, tiens, ça, moi, je pense qu'on pourrait travailler dessus. Donc, on a entendu parler du défi jeune. Et on a décidé de mener ce projet à 2, à passer par le défi jeune. Donc, on a eu une super conseillère, Cécile, qui nous a vraiment beaucoup aidés et qui nous a amenés à faire toutes les démarches de la production. Et arrivé à la phase de la réalisation, malheureusement, Alice, elle ne pouvait plus continuer le projet. Donc, j'étais obligée d'aller jusqu'au bout du projet. Donc, je n'avais pas de connaissances de réalisation, mais je suis venue rencontrer Mathieu, qui m'a beaucoup aidée aussi, parce que j'étais paniquée, je lui posais toutes les questions, comment je vais faire, tout. Donc, il m'a fait rencontrer d'autres jeunes qui étaient réalisateurs, Nicolas Lomaudin, avec d'autres personnes qui m'ont vraiment parlé du cinéma. Et même aujourd'hui, je lui disais encore, Nicolas, vraiment, vous m'avez donné des cours qu'il fallait. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Après, je me suis formée un peu avec des livres, tout. Et en même temps, j'étais à l'école de théâtre et de cinéma en tant que comédienne. Et j'ai rencontré Alex là-bas. Comme ça, je lui ai parlé du projet. Et donc, il s'est rejoint à moi pour aller jusqu'au bout du projet.
Donc, on a été au Burkina pour réaliser le film. Et donc, en ce moment, le film, il a été réalisé. L'avant-première est passée. Donc, on est à la phase de la diffusion maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du thème de ce court-métrage qui est quand même un peu particulier? Oui, donc ce court-métrage, c'est un film sur l'excision. C'est vrai que j'aime le cinéma, mais j'ai écrit ce scénario aussi, pas seulement côté parce que j'aime le cinéma, mais c'est parce que aussi c'est un sujet qui est très tabou et que malheureusement l'excision se passe un peu partout dans le monde entier. Et donc pendant l'écriture du scénario, je suis quand même allée voir des gens qui ont subi ça pour pouvoir vraiment écrire ce scénario, pour que ça approche la possibilité de la réalité. Et malheureusement, malgré les luttes qui existent aujourd'hui, il y a toujours des petites filles qui subissent ça. Donc c'était un peu aussi dénoncer cette pratique qui se passe dans le monde entier. Et puis ça m'a permis aussi de me former en tant que réalisatrice. Donc on a parlé justement de Mathieu tout à l'heure pour des aides que tu as accordées, notamment à Zalicia. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi a consisté ton travail avec ces projets? Alors pour être clair dès le départ, je n'ai pas de chèque dédié, je n'ai pas de chéquier dédié à la subvention des projets, mais nous avons une belle caisse à outils, des projets que nous avons su enrichir durant ces 3, 4, 5, 6, 7, depuis un petit moment, tout le réseau Information Jeunesse travaille dans ce sens-là. Et notamment durant ces 3 dernières années où nous avons essayé de recenser l'ensemble des dispositifs qui pouvaient venir soutenir, soit de manière financière ou bien de manière logistique, pour faciliter la naissance de ce genre de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de projet, souvent on voit des personnes, des jeunes, moins jeunes, qui arrivent avec des idées en tête. Et pour certains qui ont besoin de mettre en place ce genre de projet, ce genre d'action, je distingue clairement la notion de projet et la notion d'action. On peut mettre en place un projet sans que ça se réalise, sans qu'on ait d'action finale. Chose qui a failli se passer avec le projet Zamana. Rappelle-toi, on a eu une réunion une fois, il y a peut-être un an et demi. On était à un point assez bas du projet où il y avait beaucoup de remises en question. Des remises en question qui ont permis de prendre un peu de recul, avoir une meilleure visibilité pour rebondir et réorienter l'action. Et à partir de là, je t'ai plus vu du tout après et je t'ai vu revenir 6 mois après avec cette fiction. Donc moi je trouve cette démarche à la fois formidable. Effectivement, boîte à outils, il y a des contacts. Il faut savoir que Lucie, j'arrive à recenser des acteurs, des interlocuteurs et facilite la mise en réseau et la mise en contact avec les différentes solutions partenaires et aussi pour accompagner la germination de l'idée. Voilà, il faut rencontrer, en parler avec d'autres personnes, échanger, être en capacité à recevoir les points de vue des uns et des autres pour faire avancer le projet de manière viable. Et ensuite, une fois que le projet arrive à fleurir, je dirais, qu'on a un prévisionnel d'action, le budget, on arrive à mettre en face des financements fléchés sur des types d'actions. Donc, financement fléché. Il y a eu effectivement pour le projet Zamana la bourse Défi Jeunes. Juste avant, il y a la bourse Envie d'agir, gérée par la direction départementale Jeunesse et Sport, anciennement, on appelle maintenant DDCSPP. Et il y a ensuite, sur le volet interculturel, pour ne pas dire européen, tout le programme européen Jeunesse en Action, qu'on appelle PEJA, vulgairement, un programme européen Jeunesse en Action, qui propose une multitude de solutions, d'outils à la fois financiers, mais aussi de mise en réseau, mise en contact des différentes personnes, des différents organismes, associations, groupes de jeunes et moins jeunes qui souhaitent se rencontrer et faire des choses ensemble. Donc nous avons un site web qui est affiché sur le vidéoprojecteur, là, qui recense un peu cette boîte d'outils, de projets interculturels, on va dire. On va prendre un peu d'altitude et on va dire interculturels. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne faut surtout pas se limiter à l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne met en place des financements pour faciliter la mobilité. On connaît les programmes Erasmus, le service volontaire européen, Comenius pour les lycéens, collégiens, pour les voir ailleurs ce qui se passe, revenir avec une idée plus précise
de ce que peut être la vie en Allemagne, de ce que peut être la vie en Espagne. On a tous l'idée des tapas. Anciennement, les petites pièces trouées, on revenait, on se les attachait au lacet à l'époque. Donc aujourd'hui, beaucoup d'outils, de solutions pour faciliter les échanges, l'espace Schengen, la monnaie unique, qui n'est pas encore dans les 27 pays membres de l'Union. Ce qui me paraît le plus important aujourd'hui à retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne peut mettre en place des financements pour soutenir des actions, soutenir des idées d'échanges interculturels. Le projet Hip Objectif en est l'un des plus jolis exemples, dans le sens où c'est un projet qui s'est déroulé à Cuba. Je ne me trompe pas. J'ai pas pu y aller, parce que souvent j'essaye de suivre les projets, de loin et de près. Là, j'ai suivi de loin. J'ai pas pu y aller, peut-être l'année prochaine, si tu réitères le voyage. L'idée du financement PEJA a été de valoriser la restitution au retour. Pourquoi? Je fais les questions-réponses. Pourquoi? Tout simplement pour montrer à nos jeunes Charentais comment se passe la vie là-bas. Ce qui nous a paru intéressant, c'était de profiter de ce voyage pour aider à réaliser une restitution au retour. Donc là, nous avons cette exposition. Je vous invite fortement à aller voir, faire le tour, pour montrer un peu à nos jeunes comment se déroule le hip-hop là-bas et surtout toutes les questions autour de la vie quotidienne et de la culture, et montrer qu'ailleurs, on peut vivre avec d'autres pratiques, d'autres cultures, et qu'on peut à la fois avoir des pratiques identiques et partagées, des idées similaires. Donc rien que ça, l'Union européenne met en place des solutions, des financements pour mettre en avant ces valeurs. Je mets un accent circonflexe sur cette dynamique, sur le fait de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe, de revenir et de montrer tout simplement ce qu'on a pu vivre là-bas, de voir que même si on ne maîtrise pas la langue, on peut tout simplement aller voir ailleurs ce qui se passe, passer un temps, vivre un moment, une semaine, quelques jours, et revenir avec un autre point de vue, mettre de côté un peu les préjugés et aller voir par soi-même comment ça peut se passer ailleurs. D'accord, donc très vite, Lucien, il nous reste très peu de temps. Justement, vous avez été voir ailleurs, à Cuba. La vie à Cuba, elle est très différente d'ici, je suppose. Très différente, oui. Nous, ce qui était intéressant, c'était justement de voir qu'est-ce qui est différent dans ce qui ressemble et qu'est-ce qui ressemble dans ce qui est différent. C'est ce que disait Mathieu, c'est que... alors moi, je connaissais déjà Cuba auparavant, mais le fait d'emmener, de partir avec Jason, c'était aussi de pouvoir partager cette expérience-là du quotidien, et qui, en fait, à Cuba est extrêmement difficile parce que c'est assez séparé. C'est-à-dire, il y a toute la partie touristique et qui est balisée. En fait, il y a les touristes, les étrangers. On a prévu qu'ils soient sur les plages à touristes, sur les hôtels pour touristes, et après il y a la vie des Cubains, et on n'est pas censé, les deux mondes ne sont pas censés se rencontrer. Donc c'est ça qui a été difficile, parce que à chaque fois il faut faut faire les choses bien pour ne pas se mettre en danger ni mettre en danger les Cubains, parce que c'est surtout eux qu'on met en difficulté si on outrepasse un certain nombre de règles, de normes, de lois. Donc et après, l'idée, c'est de voir comment on prend un bus, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'une carte de rationnement qui limite tant de savon par mois, tant de riz, tant d'huile, enfin, vraiment de rentrer là-dedans. Et le hip-hop, la culture hip-hop, c'était un bon biais, une bonne focale pour aborder des thématiques du quotidien, en fait. Parce qu'on retrouve dans cette culture hip-hop toutes les questions de rapport à la liberté, de rapport à l'économie, de rapport au transport, justement. Enfin, voilà. Et donc, c'était un bon biais pour aborder ça. Et donc, moi, je tenais à remercier vraiment aussi également le soutien qu'on a pu recevoir, tant financier, bien sûr, puisqu'on a eu un gros appui financier et le programme PEJA et Envie d'agir, mais aussi par rapport à l'accompagnement de la démarche, parce qu'on a tendance à voir... Effectivement, on part à l'étranger, alors c'est ça le projet. Mais moi, j'ai été accompagnée par Mathieu et par Cécile Le Masson de la DDCSPP pour toute la plus-value, l'intérêt que ça peut avoir après au retour. Et ça a été difficile parce qu'en cours de route, j'ai déménagé, je suis partie vivre à Marseille, et Jason, il est parti à Paris à la Just Debout School, ce qui est très bien pour lui, parce que c'est l'école de hip-hop qui a la meilleure renommée, mais pour le coup, il a fallu quand même continuer et quand même faire bouger les choses en étant à distance. Donc ça a été un peu compliqué, mais on y arrive. Donc là, la dernière partie du projet, en fait, c'est la traduction de l'expo, en tout cas l'adaptation
pour le public français, parce que là, elle est présentée telle qu'elle en version espagnole, parce qu'elle arrive tout de suite, direct de La Havane, donc il va falloir qu'on l'adapte et pouvoir la présenter sur différents festivals à Angoulême et dans des écoles, dans des lycées, qu'elle serve, qu'elle bouge, qu'elle la faire vivre. Voilà. Et on pourra d'ailleurs la retrouver sur Musique Métis, je crois, c'est ça? Musique Métis, oui. Voilà. On va passer maintenant la parole à Zamana. Justement, la culture, on l'a vu à Cuba, c'est pas la même. Je suppose qu'au Burkina Faso non plus, il y a une culture très différente. Vous avez pu découvrir des choses? Découvrir des choses, c'est trop dit parce que je suis née au Burkina. Donc, je suis d'origine du Burkina. Et c'est vrai que c'est pas la même culture qu'en France. C'est deux cultures différentes. Mais par rapport à Zamana, qui est un film sur l'excision, le Burkina Faso, c'est un pays qui fait partie des pays qui faisaient l'excision, sauf que ce pays est vraiment avancé depuis très très longtemps dans la lutte contre l'excision. Dans cette culture africaine, qui a aussi des ethnies dans ce pays qui ne sont pas les mêmes ethnies. Donc il y a différentes sortes d'ethnies, donc différentes sortes de cultures, malgré que c'est le même pays. Donc ouais, Alex qui est parti avec moi, c'est par rapport à lui qui a découvert quelque chose d'autre. Donc il pourra vous dire un peu son expérience, comment il a vécu là-bas, cette culture. Oui, justement, alors il y a cette expérience. Ben en fait, pour rejoindre ce que disait Mathieu, c'est vrai que découvrir un autre pays, ça nous ouvre les yeux sur le monde. Par exemple, le Burkina Faso veut dire pays des hommes intègres. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, ils vivent difficilement et tout, mais non, parce qu'ils donnent beaucoup, même s'ils n'ont pas forcément, alors qu'ils sont quand même assez avancés. Et le fait pour moi d'avoir découvert le cinéma, parce que c'était ma première expérience dans un court-métrage, en plus c'est un film, j'espère qu'il va marcher, on a fait l'avant-première et les gens ont apprécié. L'avantage d'une fiction, c'est qu'on raconte une histoire. Et vu que je suis assez humanitaire, j'aime aider des causes, parce que je suis comédien, j'ai aidé une cause, j'en ai d'autres. Et en fait, je voulais m'engager là-dessus et me donner à 200%. Et j'ai aussi rendu hommage à ce pays parce que j'ai fait un blog sur le Burkina Faso, parce qu'après le tournage, on a eu une semaine de préparation et une semaine pendant le tournage. Après, j'ai pris le temps d'aller visiter les villages, de les filmer, de leur demander si je pouvais donner mon regard sur leur pays et le faire partager en faisant un blog, aussi bien par les plats que par leur art et leur culture. J'ai visité un village d'art. Ils fabriquent des choses, ils récupèrent beaucoup avec une bougie de mobilette ou de voiture et deux petits bouts de ferraille. Ils fabriquent des statuettes, ils font de l'art, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je conseille à des gens, s'ils ont envie de partir en voyage, qu'ils aillent découvrir ce pays, parce que c'est vraiment, pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que le monde a à nous offrir. Quand on peut aller avoir la chance de voyager, il faut le faire, quoi. Donc on peut voyager pour le tourisme, mais on peut bien entendu voyager pour des projets internationaux comme vous. On vous remercie d'avoir été sur le plateau. Et on va passer la parole à Doomset qui va nous introduire le prochain groupe. Pour finir, j'aimerais vous informer que ce court-métrage, cette fiction, est disponible dans la salle qui est juste à côté. On peut le visionner, donc ça tourne en boucle, il faut être là au bon moment. Je vous invite fortement à aller le voir, ça dure 28 minutes 30, c'est ça, combien exactement c'est parce qu'il y a deux versions, il y a la version 40 minutes et là, on a 40 minutes, 40 et après il y a une petite version pour les festivals. Bon, je vous rassure, les fauteuils sont confortables. Et pour terminer, je tiens à remercier Lucia qui a fait le voyage de Marseille ce matin pour venir être présente ici avec nous sur le plateau. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.